Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. L'iPhone Air ne pèse pas lourd et pas seulement sur la balance. Ses ventes seraient vraiment légères au point de devoir réduire radicalement sa production. Après l'échec de l'iPhone mini et de l'iPhone Plus, l'iPhone Air est-il déjà condamné ? On va en discuter avec Christophe. Au programme de cette émission également, le Vision Pro a un concurrent sérieux, OpenAI lance son navigateur qui intègre ChatGPT et Free fait une grande offensive sur les services de télévision. Nous sommes le samedi 25 octobre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Après l'annonce de la semaine dernière, les iPad Pro M5, le MacBook Pro M5 et le Vision Pro M5 sont sortis mercredi. Félix et Pierre se sont jetés sur la tablette et l'ordinateur pour vous proposer des tests très prochainement. Il est même possible que l'un d'eux soit déjà en ligne, sinon il arrivera très bientôt. Salut Christophe, ça va ? Salut Stéphane, eh ben écoute, ça va un peu mieux que les possesseurs de Vision Pro de première génération qui ont plus que leurs yeux pour pleurer. On a vu la décote très très forte de ce produit sur les sites d'occasion. Mais attends, je réfléchis, on en a un ? On en a un, oui, je te confirme. Ah mince, ouais. bah je suis très malheureux alors. Et toi, ça va ? Ça va bien, ouais. Tiens, si tu pouvais avoir gratuitement un de ces produits parmi les 3 nouveaux, tu choisirais quoi ? Ah, c'est une petite colle, ça. Bah écoute, le Vision Pro, j'ai rien contre en avoir un, mais bon, je jouerai juste quelques jours avec, il prend la poussière, donc non. Le MacBook Pro M5, bah je suis pas trop client. Moi, je trouve que le souci de cette machine, en fait, moi, soit je prendrai un MacBook Air, si je veux une machine, entre guillemets, pas trop chère, légère et polyvalente, soit je prendrai un gros MacBook Pro. Donc, je vais te dire, et je me suis dit d'ailleurs quand j'ai préparé ce podcast avec mon iPad, je serais quand même bien partant pour un iPad. Mon 13 pouces, j'en sais rien. Mais je crois que le M5 est carrément surdimensionné pour mes besoins. Je pense que même un iPad Air M3 serait déjà... Mais bon, mais en tout cas, très belle machine. Enfin, c'était déjà le cas avec la puce M4. Hein. Ils ont fait des choses très intéressantes là-dessus. Ça donne envie de jouer avec. Et toi ? Ils sont super fins. Bah écoute, peut-être le Vision Pro pour le revendre après, puisqu'il coûte très cher. Non, peut-être le MacBook Pro M5, là, parce que mon MacBook Air M1, il fonctionne toujours très bien, mais je commence quand même à voir ses limites là. Et le MacBook Air, ce que j'ai apprécié dans le MacBook Air, c'est sa finesse, sa légèreté. Mais en même temps, là, ils ont toujours pas d'écran mini LED. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, peut-être bien le MacBook Pro M5, quoi. Oui, ça, c'est sûr que va falloir peut-être qu'on s'intéresse vraiment à un de ces quatre à faire un article. Ce serait intéressant de se dire, parce que maintenant, le passage du M5 au M1, il est sans doute plus important sur certains points que le passage de l'architecture x86 à l'architecture Apple Silicon. Ouais, j'ai regardé un peu quelques tableaux de benchmark et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en gros, le GPU et le CPU du M5 est maintenant 2 fois plus puissant que celui du M1, mais bon. Enfin, vous verrez tout ça dans le test que Pierre prépare et qui devrait être disponible dans les prochains jours pour le MacBook Pro M5, quoi. On va commencer avec le gros sujet de la semaine, c'est la popularité de l'iPhone Air, ou plutôt son impopularité. Si Apple n'a rien dit jusqu'à présent, plusieurs signaux semblent indiquer que les ventes ne sont pas aussi bonnes qu'escomptées. On a déjà remarqué que l'iPhone Air était en stock partout, et en fait c'est pas le cas du tout des iPhone 17 Pro, ou même de l'iPhone 17 standard qui sont victimes de leur succès, et qui sont difficiles à commander dès à présent. On a aussi constaté que des revendeurs faisaient des grosses réductions sur l'iPhone Air. Pendant un moment, Amazon a baissé son prix à 1099 € au lieu de 1299 €. Et en import, sur Rakuten, on trouve déjà l'iPhone Air à moins de 1000 €. Et je rappelle que l'iPhone Air est sorti il y a à peine plus d'un mois. Et puis plusieurs sources indiquent également qu'Apple a demandé à ses sous-traitants de réduire sensiblement la production d'iPhone Air parce que la demande ne suit pas. Alors, est-ce que l'iPhone Air est déjà condamné, Christophe ? Je sais pas, mais je suis un peu triste qu'il marche pas à ce point-là, cet appareil. Je le trouve vraiment intéressant, pardon. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que, on va dire, ce segment dans la gamme iPhone est maudit. Apple a tout essayé. Alors, il y avait l'iPhone mini. Moi, j'aimais bien également l'idée, mais bon, il y avait des problèmes, notamment d'autonomie sur le premier modèle.
Bon, il y avait pas forcément un marché, donc tant pis. L'iPhone Plus, bah, c'était pas non plus un mauvais modèle, mais là, il avait, on va dire, un manque de personnalité. Oui, c'est-à-dire que dans Mmh. sa gamme, il trouvait pas sa place dans sa gamme. Là, il avait quand même quelque chose. Alors, on en discutait en interne, et c'est vrai qu'on trouve 2 destins possibles pour cet iPhone Air. Alors, soit c'est celui du MacBook Air, donc c'est vrai que la première génération du MacBook Air était vraiment pas terrible. Enfin, à côté, Mmh. l'iPhone Air est une super machine, hein. Parce que le MacBook Air se cassait, tout ça. Enfin, la charnière, c'était très très problématique. Alors, est-ce que on va avoir d'ici l'année prochaine ou 2 ans un nouveau modèle qui rectifie le tir? On peut l'espérer. Soit c'est le destin du MacBook. Et donc, Apple le commercialise quelque temps. Et d'ailleurs, il était resté assez longtemps à la vente. Ne cherche pas à l'améliorer. Puis après, on oublie. Mmh. Tu parles du MacBook 12 pouces, Oui, celui qui voilà, était pardon, oui, ultra fin. USB-C. Ah ouais. Et d'ailleurs, qu'on rêverait d'avoir avec une puce Apple Silicone, hein, donc bon. Oui. Mais ça, c'est Ah encore ouais. une fois dessus. Je veux y croire, je me dis que c'est peut-être pas totalement fini, je me dis peut-être qu'une fois que cette nouvelle gamme aura pris son envol, peut-être que les gens regarderont l'iPhone Air avec un autre regard quand il sera en magasin, en Apple Store. Enfin, je le dis, c'est carrément de la méthode Coué, hein, j'ai du mal à y croire. J'ai discuté avec beaucoup de personnes dans le milieu pour savoir ce qu'il en était des ventes de l'iPhone Air, et à chaque fois c'est plus ou moins enfin c'est toujours le même témoignage. Ah, c'est le modèle qui se vend le moins bien et de loin. Non, malgré les baisses de prix, on n'en vend pas beaucoup plus. Donc ouais, c'est compliqué. Dans le pire des cas, je veux croire que les innovations qui ont servi à ce modèle serviront à d'autres iPhones. Bon, a priori, d'après ce qu'on entend, ça restera quand même la base de cet iPhone à écran pliable. Enfin, si on a grandi enfin, si on regarde tout ça d'un peu plus, avec un peu de distance, je me demande également à quoi ressemblera la gamme iPhone d'ici, on va dire, 2-3 ans, parce que d'un côté, donc, il y a la gamme telle qu'on la connaît actuellement, il va y avoir un iPhone pliable l'année prochaine, peut-être un autre dans 3 ans. Enfin, la gamme iPhone est en train de prendre de l'embonpoint, et peut-être qu'il y aura des choix et que Apple va faire sauter certains modèles. Peut-être qu'on peut imaginer à terme, je ne sais pas, une fusion de l'iPhone classique et de l'iPhone Air pour laisser un peu plus de place, peut-être aux iPhone Pro et Pro Max. Et enfin, j'en sais rien, mais ça promet d'être en tout cas passionnant. Je faisais un papier, on avait publié un papier cette semaine qui disait, par exemple, qu'est-ce que va devenir l'iPhone Pro Max le jour où l'iPhone pliable sortira? Mmh. Ce sera plus le haut de gamme, ce sera plus le téléphone avec un très 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 grand écran. Bon, a priori, il devrait malgré tout garder un certain nombre d'avantages, à commencer par l'autonomie et ses capacités photo-vidéo. Mais voilà, en ce qui concerne l'iPhone Air, wait and see, mais pour l'instant, effectivement, ça sent pas bon. On poursuit avec un autre produit qui ne fait pas un carton, le Vision Pro. Alors le casque a maintenant un concurrent direct, le Galaxy XR de Samsung, juste lancé aux États-Unis et en Corée pour le moment. Le fabricant coréen a pu observer les erreurs faites par Apple pour ne pas répéter les mêmes. Le Galaxy XR coûte ainsi 2 fois moins cher que le Vision Pro, bon, ce qui fait tout de même 1800 $, c'est pas rien. Le confort semble aussi meilleur grâce à un casque qui est plus léger. La fiche technique est, elle, assez proche du Vision Pro, avec notamment 2 écrans micro OLED 4K et un paquet de capteurs et de caméras. Et la partie logicielle paraît assez solide, avec de nombreuses applications Google et même Netflix, qui n'a pas voulu faire une app native pour VisionOS. Est-ce que ce casque a une chance de réussir là où le Vision Pro a échoué, c'est-à-dire auprès du grand public? Eh bien, c'est une bonne question. En tout cas, tu dis qu'il coûte 1800 $, donc Ouais, connaissant Samsung, je pense qu'au mois de janvier, il en coûtera 1400. ouais, c'est pas impossible. Oui. Alors, la première chose, alors, comment dire? Je trouve que la proposition de Samsung a le mérite d'être plus claire que celle d'Apple. Chez Apple, c'est toujours le problème, donc on a un positionnement qui est très professionnel à 3500 €, c'est une certaine chose. Mais lorsqu'on va sur le site d'Apple, on te présente surtout un appareil grand public. Enfin, Oui. l'aspect grand public est au moins mis autant en avant que l'aspect professionnel. Alors qu'à ce prix-là, il faut quand même pas se mentir, et c'est sans doute l'un des problèmes inhérents du Vision Pro. Mhm. Et c'est aussi, comme tu le dis, ce qui est un peu frustrant, c'est que
Samsung a quelque part tiré les leçons de l'échec du Vision Pro. Ah oui, alors le Vision Pro, c'est une réussite technologique sur bien des points, mais ok, donc tout le monde dit qu'il est trop lourd, il est trop cher, voilà. Et donc, d'un côté, les adeptes du Vision Pro attendent avec une certaine impatience le Vision Air qui est tout sauf une priorité actuellement chez Apple. Et voilà que Samsung, de son côté, a regardé les erreurs d'Apple et sort le Galaxy Air. Donc c'est très curieux comme situation. Donc oui, effectivement, voilà, ce modèle a sans doute une carte à jouer. Mais bon, à la fin, moi j'ai quand même l'impression que tout ceci va rester une histoire de niche, ils en vendront sans doute un petit peu. Mais voilà, pour faire un petit peu écho à l'iPhone Air, moi j'ai quand même l'impression que dans ce domaine, eh ben, le gros truc, ce sera les lunettes ou rien. Et donc voilà. Je suis pas particulièrement optimiste, même si, et c'est peut-être en tout cas l'approche qu'Apple aurait dû essayer d'avoir, c'est au lieu de chercher à avoir le nec le plus ultra en termes de technologie, produire quelque chose de plus simple à un prix plus abordable et peut-être plus orienté pour le grand public pour tenter de faire décoller ce segment. Hmm. Oui, parce que 1800 $, ça reste extrêmement élevé par rapport à, si on compare à MetaQuest, qui coûte moins de 400 €. Alors évidemment, la qualité n'est pas la même, mais en fait, je me pose la question du concept même de casque réalité mixte autour de 2000 €. Est-ce que ça peut vraiment prendre auprès du grand public? Même à 2000 €, j'en suis pas sûr, hein. Moi, je l'ai toujours dit, le pitch pour ces appareils-là, il aurait dû être beaucoup plus simple et je voyais une vieille vidéo de Steve Jobs qui parlait du succès de l'iPod et on lui demandait est-ce il va y avoir un jour un iPod vidéo et avec ses mains sur le vouloir, il mimait un casque. Bon, on était à une époque où c'était pas encore dans l'air du temps. Et moi, je pense que voilà, ça aurait dû être, enfin, Apple et les autres devraient commercialiser ces appareils-là comme l'iPod de la vidéo et dire voilà, c'est le meilleur écran de télévision, de cinéma personnel que vous n'aurez jamais. Et donc, ça veut dire parvenir à commercialiser cet appareil au prix d'une bonne télévision, d'un bon téléviseur. Mais après, Donc, tu retombes sur le problème du fait que c'est un appareil très personnel, donc tu peux pas regarder à plusieurs, ou alors il faut un deuxième appareil comme ça. Et je suis d'accord, mais voilà. il y a un truc qu'on oublie sans doute un peu facilement, c'est à quel point la consommation de contenu vidéo est devenue une activité personnelle. Donc, c'est vrai que pour la famille, ça va pas très bien, mais le nombre de gens qui regardent des séries et tout seul, ou sur leur ordinateur, ou sur leur iPad, ou sur leur iPhone, c'est juste incroyable. Sans transition, OpenAI a lancé cette semaine son navigateur web, nommé Atlas. Il intègre bien sûr ChatGPT. Alors, il se distingue des navigateurs traditionnels avec 3 fonctionnalités principales. La première, c'est une barre latérale qui permet d'utiliser ChatGPT en lien avec la page ouverte. Par exemple, pour demander un résumé de l'article qui est à l'écran. La deuxième, c'est une fonction de mémorisation qui permet de retrouver facilement des sites visités. C'est en fait comme un historique qu'on pourrait consulter beaucoup plus facilement. Et la troisième fonctionnalité, c'est un mode agent qui permet à ChatGPT de naviguer à votre place sur le web pour effectuer toutes sortes de tâches. En fait, c'est tout pareil que le navigateur Comet de Perplexity sorti il y a quelques mois, sauf que c'est ChatGPT qui est intégré ici. Est-ce que ça va remplacer Safari pour toi, Christophe? Je sais pas, mais en parlant de ça, il y a le Safari de macOS 26 que je trouve un petit peu capricieux et que je dois relancer assez régulièrement, donc j'espère que ce sera corrigé très prochainement. Sinon oui, bah, j'essaie ces produits, mais j'y arrive pas totalement encore. J'ai joué avec Atlas, mais j'ai pas eu assez de temps pour mener des expériences. Voilà, c'est juste, j'ai lancé 2-3 requêtes pour voir ce que ça donnait. Et c'est vrai qu'en plus, le problème avec ChatGPT, je suis quand même habitué, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, à l'avoir dans une fenêtre et dans un espace un peu séparé, et que je communique comme ça. Mais bah, de toute façon, c'est évident que ça va tôt ou tard bouleverser la manière dont on surfe sur le web. Ça va permettre d'automatiser un très 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 grand nombre de choses. Et alors, il y a un truc que j'ai trouvé très marrant justement cette semaine, c'est Nicolas qui a joué un petit peu avec, et donc on a un sorte de tableau de bord avec la liste des articles que l'on doit traiter.
Et je sais pas comment il a fait son ChatGPT, mais il a commencé à dire: «Alors cet article, ce serait mieux que ce soit Christophe qui l'écrive. Cet article, c'est plutôt Nicolas. Cet article, c'est» voilà, donc on a un nouveau patron dans cette boîte, il s'appelle ChatGPT. Mais toi, avec Firefox, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, j'en parlais justement avec, Nicolas parce que donc Nicolas teste au quotidien, Atlas. Il y aura peut-être un article dans les prochains jours et en fait, le problème alors j'avais testé Comet de Perplexity, puis j'ai testé un petit peu Atlas aussi, mais le problème que j'ai avec ça, c'est comme tu l'as dit déjà, c'est que j'ai pris l'habitude d'utiliser, ChatGPT ou une autre IA générative dans une application séparée. Du coup, c'est une nouvelle habitude à prendre de l'avoir intégré au navigateur et puis, en fait, on a déjà, enfin moi j'ai déjà mes habitudes avec Firefox. C'est des petits trucs, des extensions, des choses comme ça et du coup, changer de navigateur pour un navigateur qui est basé sur Chromium, parce à la fin, c'est Chromium avec, une intégration de ChatGPT, quoi. Ça fait que le passage est difficile pour plein de petites raisons. Donc je garde précieusement Firefox pour l'instant, mais voilà, j'essaye, évidemment les navigateurs, les nouveaux navigateurs basés sur l'IA, ouais. Mais Et le le mode agent de Comet, alors j'ai pas encore essayé celui d'Atlas, mais le mode agent de Comet, donc qui permet de déléguer en quelque sorte, son curseur, sa navigation au service d'IA, fonctionnait pas très bien. Enfin, c'était très lent pour un résultat qui était pas forcément, pertinent. Donc ça, j'imagine que enfin, ça va évoluer, ça va s'améliorer, mais en tout cas avec Comet, c'était pas du tout au point encore. et puis il y a un petit truc, mais alors c'est juste psychologique pour les recherches, on va dire, d'informations fraîches sur le web. Je sais pas pourquoi, enfin ça doit être fondé, mais j'ai toujours eu plus confiance en Perplexity que ChatGPT naturellement. Lorsque je veux vraiment avoir un truc, qui porte sur une information récente, Oui, j'ai tendance à me tourner plus sur Perplexity que ChatGPT. Mais oui, mais bon, il me paraît effectivement plus performant là-dedans, plus efficace pour ça, ouais. mais en tout cas, il va falloir que enfin, les vieux navigateurs, à un moment donné, il va y avoir une remise en question qui va être nécessaire parce que, ça vient et je pense que c'est quand même une vague qui va déferler. Mais c'est déjà le cas, hein. On voit que là, il y a Google qui prépare l'intégration de Gemini à Chrome. Il y a Mozilla qui maintenant permet d'intégrer aussi des IA génératives, Mistral, ChatGPT, etc. dans une barre latérale dans Firefox. Donc ça vient petit à petit. Ouais. On termine le tour de l'actu avec une surprise, comme seul Free en a la spécialité. Le fournisseur d'accès à Internet propose depuis mardi un service qui permet de regarder des dizaines de chaînes télé, dont une partie de la TNT, et ce service, qui s'appelle Free TV, est disponible pour tout le monde, pas seulement ses abonnés, et sur de nombreuses plateformes, y compris l'Apple TV, donc c'est un sacré concurrent pour Molotov. Il y a aussi une offre payante qui s'appelle Free TV+, et qui comprend des chaînes en plus, notamment celles de TF1 et de M6. Cette offre coûte 1 € par mois pendant un an, puis 7 € par mois. Et si vous êtes abonné chez Free avec un service de télévision inclus, Free TV+, est compris dans votre abonnement sans surcoût. En fait, ce service remplace Oki. Alors ça fait déjà des années que les opérateurs proposent des services de télévision sur diverses plateformes, mais jusque-là, chacun réservait son service à ses abonnés. Pourquoi Free se met tout d'un coup à viser plus large? Ah bah, pour vendre des abonnements TV+, enfin Apple TV maintenant il faut dire. Et d'ailleurs pourquoi ils ont appelé leur service Free TV, payant Free TV+, on leur a pas dit que c'était devenu ringard? Ça devient compliqué tout ça. Il y a beaucoup de TV+, Ouais, 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 il y a bah, je Canal+ pense aussi qui a un service, enfin une offre qui s'appelle TV+. C'est juste pour 2 € par mois, tu as les chaînes de la TNT et quelques autres. Ouais. bah, je pense qu'il y a clairement de toute façon une place à prendre. Alors ce qui est intéressant dans l'initiative de Free, c'est que chacun essaie plus ou moins d'enfermer, ses utilisateurs dans son service. Alors ça peut être les chaînes qui diffusent uniquement enfin les groupes de médias qui diffusent leurs propres chaînes ou, Canal+, donc, qui est sur sa plateforme. Enfin c'est toujours un peu plus compliqué. Mais ce qui est alors il y a sans doute effectivement une place pour quelqu'un qui propose, on va dire, une offre de chaîne gratuite. Alors, Molotov le faisait déjà. MyCanal le fait également, je crois, dans une certaine mesure aussi. Tu Bah, peux comme je avoir, disais, en fait, c'est maintenant l'offre qu'ils ont depuis 1 an ou deux, c'est l'offre TV+, à seulement 2 € par c'est mois. ça, ouais. Et tu as l'essentiel des chaînes de télé. Ouais. Alors, moi, je m'inquiète un petit peu pour Molotov dans cette histoire, parce que ça, à côté de Free, ça risque d'être compliqué. Il y a peut-être deux petites choses, parce que finalement, enfin, qui me paraissent intéressantes, c'est que
il se passe quelque chose en ce moment. Free prépare quelque chose avec la télé. Alors c'est peut-être la première brique de quelque chose parce qu'ils sont en train de refaire leur player pour la télévision. Donc, alors ça, bon, avec Free, les dates, c'est toujours difficile de savoir, donc on va pas trop s'avancer. Et malgré tout, eh ben, il y a quand même toujours eu, enfin Free a toujours eu un savoir-faire par rapport à ça. Ben, je veux dire, il y a 20 ans, c'était, enfin, la Freebox qui permettait d'afficher la télévision en passant par Internet, bah, c'était complètement fou. Enfin, ça paraissait dingue à l'époque. Maintenant, c'est complètement banal. Donc voilà, je serais pas étonné qu'ils aient une idée derrière la tête. Et c'est vrai qu'en plus, enfin, Free et plus généralement Xavier Niel avec ses multiples participations ont toujours fait des choses intéressantes. Ça a été aussi, enfin, il y avait notamment, alors j'ai un doute sur l'opérateur suisse qui faisait ça, mais qui avait été par exemple l'un des premiers à donner une Apple TV pour Ouais. regarder la télévision. Ça, c'est Salt en Suisse qui Ouais, c'est appartient à ça, Xavier c'est ça. Niel. Ouais. Voilà. Donc, Et Free qui le fait aussi en France, tu peux oui, avoir plus l'Apple récemment, TV. ouais. Ouais. Donc, bah, tout ceci est très intéressant et parce que, enfin, moi, je trouve, alors ça, c'est particulièrement vrai en France, par exemple, lorsque tu veux, mais enfin, tu vas regarder TF1, tu dois aller sur leur site, tu dois t'inscrire, tu dois remplir des formulaires, enfin, tu te manges un maximum de publicité. Bon, là, pour prendre l'exemple de TF1, il est effectivement pas dans l'offre gratuite, Mm. mais voilà, avoir une offre qui permet de regarder un maximum de contenu, soit gratuitement, soit à un faible coût, eh ben, c'est plutôt une bonne chose. Oui, puis c'est malin à l'heure où justement les opérateurs vendent de plus en plus aussi des abonnements sans offre de télévision. Je pense à Bouygues avec son offre BNU Pure Fibre, qui est pas chère et qui a un super débit. En fait, tu n'as pas d'offre de télé incluse. Et du coup, si tu souscris à part Free TV, ça te coûte pas trop cher. Et puis, tu as Free TV+, l'offre payante, ça te coûte pas trop cher. Et puis, donc, tu as toutes les chaînes de la TNT en plus, quoi, sur toutes les plateformes. Donc, c'est intéressant dans ce cas-là. Ouais. Le seul truc, c'est, je trouve que ça arrive tard, mais on verra. Merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre si vous appréciez l'émission Sortie de veille. Salut à tous, à la semaine prochaine.